Et avant de parler du prix du baril de pétrole et de ses implications, forcément, ce nouveau scénario de Donald Trump à propos de l'Iran, puisqu'il va être briefé pour une potentielle, peut-être, on ne sait pas encore, action ou attaque militaire contre l'Iran. Est-ce que là, les États-Unis ne cherchent pas une action militaire décisive qui obligerait finalement l'Iran à capituler? Est-ce que ça pourrait marcher? Pour être très honnête avec vous, je pense que pour Iran de capituler, il faut mener une opération terrestre de longue durée. Je ne pense pas que les frappes massives qui sont en train de discuter aux États-Unis peuvent faire le régime capituler. Je pense qu'Iran est là pour résister, pour rester. Ils ont déjà montré leur résistance depuis le début parce que je pense que c'est évident que Donald Trump a cherché une opération assez vite pour changer les régimes, ce qui n'a pas marché. Iran, c'est un très grand pays. C'est plus grand que la France, l'Allemagne. Je pense que même l'Espagne, tous ensemble. Je pense que pour leur capacité, c'est pas évident qu'il est suffisamment de mener les frappes. Je pense qu'une opération terrestre est nécessaire, le soldat sur les terrains, ce qui va aussi ajouter certains risques politiques pour Donald Trump. Et je pense que c'est exactement ça ce qu'il est en train d'essayer d'éviter. Ouais, il avait pourtant jugé le blocus un peu plus efficace que les bombardements. C'est ce qu'il avait dit, finalement. Oui, il dit qu'en fait, il a déjà atteint des victoires et les objectifs, mais la vérité est qu'on a vu que quand même les pétroliers chinois, par exemple, sont passés. Il y a, je pense pendant ces 2 semaines, il y a eu des bateaux qui sont passés le détroit d'Ormuz, cette blocus. Donc je ne suis pas sûre que c'est si efficace. Après, l'efficacité, c'est aussi les marchés mondiaux. Et aujourd'hui, on voit que le prix de pétrole, comme vous l'avez dit, est toujours très haut et continue de monter. Oui, on va en parler. Exactement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas évident que Donald Trump a eu tous ses objectifs. Et je pense que, encore une fois, les frappes, je ne suis pas sûre que ça va donner les résultats qu'il cherche. Thomas Bonnet. Non mais Ksenia a parfaitement raison d'insister sur l'aspect politique pour Donald Trump parce qu'on a dépassé la phase des 60 jours pendant lesquels il a un peu les mains libres. Maintenant, le Congrès entre dans la danse. Et on voit que le secrétaire américain à la guerre, anciennement à la défense, est désormais auditionné, a été auditionné ces dernières heures à la Chambre, au Congrès américain. Il est obligé maintenant de justifier, de demander des rallonges budgétaires. Donc ça va aussi compliquer évidemment l'action des États-Unis qui ne peuvent plus simplement décider sur la seule initiative de Donald Trump et qui vont devoir composer avec le Congrès. Et on sait en plus qu'il y a les élections de mi-mandat qui arrivent et que tout ça risque de compliquer. Donc soit on assiste en effet à un durcissement rapide de l'opération, un renforcement militaire, peut-être avec des frappes plus intenses, avec d'autres types de missiles. Je lisais aussi qu'il y aurait possiblement des missiles hypersoniques qui pourraient être déployés au Moyen-Orient. Mais en effet, je ne pense pas que ça permettra de faire capituler le régime iranien simplement avec des frappes aériennes. Est-ce que Donald Trump est prêt à engager des troupes au sol durablement? Et surtout, est-ce qu'il en aura la possibilité avec le Congrès? C'est quand même 2 grandes inconnues aujourd'hui. Justement, puisqu'on parle du Congrès, le chef du Pentagone qui a révélé hier au Congrès que la guerre en Iran avait coûté donc 25 milliards de dollars jusqu'à présent. Et il l'a justifié, il l'a défendu avec une question que je trouve intéressante. Alors je voulais vous la soumettre. Il dit: quel est le prix à payer pour faire en sorte que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire? Ksenia Fedorova. Moi, je pense que les États-Unis sont en train d'essayer de reprendre en fait de l'Iran cette capacité potentielle de créer une bombe nucléaire. Mais ça, c'est quelque chose qu'Iran n'est pas prêt d'accepter. Pourquoi? Parce que c'est lié aussi au programme nucléaire pacifique. Parce que les capacités nucléaires d'Iran, ça vient de leur désir et leur capacité de travailler avec l'atome pacifique, c'est-à-dire que cette programme énergétique atomique d'Iran. Et Iran pense, et comme beaucoup de pays du Sud global, pense qu'Iran a le droit d'avoir ce programme énergétique nucléaire. Et donc aujourd'hui, la vraie question, comment on peut contrôler en fait cette utilisation de ces capacités? Et là où on a la Russie qui propose une certaine solution, c'est récupérer de l'uranium enrichi d'Iran et les garder en fait en Russie. C'est quelque chose qui pourrait marcher et la Russie a déjà joué un rôle à l'époque pour faciliter cet échange entre Iran et l'agence atomique internationale et les États-Unis. Donc, mais je pense que le vrai impasse ici, c'est que
les États-Unis demandent à Iran quelque chose qu'ils ne peuvent jamais accepter. C'est complètement arrêter tous les programmes nucléaires. Ouais. Thomas Bonnet. Mais sur la question que vous posiez sur les 25 milliards, c'est aux Américains de répondre à cette question. C'est leur argent. Et donc, c'est acceptable, en effet, tant que vous avez l'objectif de démanteler l'arsenal nucléaire de l'Iran. Pour un certain paquet d'années. Pour un moment, mais il y a un moment donné aussi où les Américains vont demander des comptes à leur président et de dire, attendez, mais combien de nous ça va nous coûter au quotidien sur le prix de l'essence qu'on met chaque jour dans notre voiture, mais aussi sur le développement économique de notre pays. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien de ce point de vue-là. Donald Trump a plutôt intérêt à ce que ça se maintienne d'une bonne santé économique. Sinon, à l'inverse, ça risque encore une fois d'être compliqué politiquement. Donc je pense que le coup, en effet, c'est aux Américains de le trancher. Et s'il y a bien... En tout cas, la réponse de l'Iran, là, elle est sans appel. Hein. Je le disais, toute tentative d'imposer un blocus maritime est contraire aux lois internationales, pour une fois qu'il se revendique des lois internationales. Et elle est vouée à l'échec, disent-ils. Le président iranien estime que de telles mesures constituaient une source de tension et une perturbation de la stabilité à long terme du Golfe. Eux, ils tiennent. Ils tiennent bon pour l'instant. Ils résistent. Oui, bien sûr. Et en plus... c'est pas étonnant qu'il appelle loi internationale, parce que si on regarde comment tout ça s'est passé, les États-Unis avec Israël ont commencé une frappe sur l'Iran sur les prétextes des changements de régime. Et en fait, du côté du droit international, c'est plutôt une ingérence et une attaque. Donc je pense qu'il connaît très bien les lois internationales et il essayait d'utiliser tous les moyens pour appeler attention des pays, plutôt le Sud global, parce que c'est évident que l'Occident est plutôt dans la même direction et en fait voit les situations, même si l'Europe n'est pas très contente de la façon comment Donald Trump a commencé cette guerre. Je pense que si cette guerre a été commencée par Joe Biden à l'époque, avec les mots différents et avec les prétextes un peu différents, je pense que tous les pays européens étaient pour et peut-être même participer dans cette opération. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas étonnant et l'Iran continue à résister parce qu'ils n'ont pas le choix. Aujourd'hui, pour le régime, c'est une question existentielle. Et évidemment qu'ils vont continuer jusqu'à la fin. Regardez, les États-Unis sont éliminés plusieurs personnalités iraniennes, mais le régime reste toujours en place. Donc c'est pas Venezuela et c'est pas du tout la même guerre. Et je pense que, comme je dis, l'Iran c'est un très grand pays. On ne sait pas très bien la capacité militaire d'Iran. On sait qu'il reste toujours les missiles. Aujourd'hui, il a un cessez-le-feu, mais dans l'hypothèse qu'il reste toujours les missiles balistiques hypersoniques, ils peuvent continuer à frapper pas seulement sur les bases américaines, mais aussi sur les réservoirs de pays du Golfe. Et en fait, ce qu'ils ont déjà fait. Ce qu'ils ont déjà fait, mais c'était plutôt en réponse sur les frappes qui étaient commencées par les États-Unis et Israël. Oui, Thomas Bonnet, avant qu'on parle du baril de Brent. Mais c'est intéressant sur le positionnement des Européens, parce que c'est vrai que le droit international, c'est un peu commode pour condamner une opération qui, en effet, je pense que si elle avait été menée par un démocrate, elle aurait été saluée, peut-être même accompagnée par nos dirigeants. Donc ça, c'est très intéressant de voir le deux poids, deux mesures, le double standard là-dessus. Après, en effet, le droit international... Bon, l'Iran ne l'a pas non plus respecté en bloquant le détroit d'Ormuz lui-même. Donc c'est vrai que c'est une notion qui est un peu floue aujourd'hui, que tout le monde bafoue et après se réfugie derrière. Donc c'est un peu à la géométrie variable quand ça les arrange. En effet, donc je trouve ça assez cocasse, cette déclaration. Venons-en évidemment à ce qui nous concerne tous, mais le monde entier d'ailleurs. Le baril de Brent qui a été au plus haut depuis 2022, $126, il est redescendu un petit peu à $116, vous l'avez vu, avec donc cette perspective d'un blocus long. Les marchés sont secoués, les marchés sont inquiets. Et là, c'est le monde entier qui est touché. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de géopolitique de l'énergie où toutes les cartes sont rebattues. Parce que certains pays, évidemment, tirent leur épingle du jeu, ceux qui sont producteurs de pétrole. D'autres, évidemment, doivent trouver des scénarios alternatifs. Alors, la France aimerait miser sur l'électricité, mais en Asie, on relance d'autres centrales en charbon. Donc, c'est assez intéressant ce qui se passe. Je voulais votre regard sur cette géopolitique de l'énergie, Ksenia Fedorova. Je pense que ce qui est devenu très clair pour tout le monde, qu'il y a une guerre autour des ressources aujourd'hui. Regardez ce qui est passé avant les frappes sur Iran. Il y a eu Venezuela, dont les États-Unis ont sécurisé les réserves plus grandes, je pense, réserves mondiales de pétrole. Il y a aussi des questions de Groenland. Donald Trump a fait ça très clair, qu'il s'intéresse vraiment très de Groenland
aussi parce qu'il y a de ressources. Il y a des questions de Arctique aussi. Et finalement, je pense que le blocage du détroit d'Ormuz, ça montre que même les schémas, les prévisions peuvent être militarisés dans les situations comme aujourd'hui. Donc, ça doit faire réfléchir les chefs d'État européens, c'est sûr. Mais là, je pense qu'on se trouve dans une situation assez extraordinaire parce que l'Union européenne a décidé de se priver les sources d'énergie de la Russie pour les raisons politiques. Et en fait, s'est trouvé complètement coincé avec cette situation en Iran parce qu'ils sont obligés d'acheter le pétrole et le gaz d'ailleurs beaucoup plus cher. Et ça a un impact sur l'économie. Et évidemment que ça va continuer, si ça va continuer comme ça, les économies déjà fragilisées par les crises et par la guerre en Ukraine, ils vont être fragilisés encore plus. Je pense qu'en Allemagne, on voit déjà, la situation est presque chaotique. Donc, il y a des réserves en Europe, mais ce n'est pas suffisamment pour tenir plus que quelques mois. Donc, je pense que là, on est dans les situations presque des crises. Et la vraie décision qui doit être prise, je pense, par les dirigeants de l'Union européenne, c'est diversifier les sources d'énergie. Et laisser le côté moral, on peut dire, à côté, s'il veut survivre. Parce que sinon, c'est la fin de l'Union européenne comme on les connaît. Thomas Bonnet, est-ce que vous pensez que alors, si on se recentre sur l'Europe, bien sûr, parce que, encore une fois, tous les pays du monde sont touchés dans cette guerre, mais est-ce que la dépendance aux hydrocarbures va être revue? Est-ce qu'il y aura un avant et un après cette guerre? Ou est-ce que vous pensez qu'on reviendra finalement? On se dit oui, il faut faire d'autres plans, et puis une fois la guerre terminée, hop, on repart comme avant. Vous savez, je suis un peu comme saint Thomas, je crois que ce que je vois, et Ça tombe bien, c'est votre je prénom. ne suis pas certain qu'on puisse dire qu'on va totalement abandonner les hydrocarbures. Ce que je constate en revanche, c'est que nous, peut-être plus que les autres pays en Europe, notre économie est très fragile. Après 9 ans d'Emmanuel Macron, nous avons creusé la dette de 1300 milliards d'euros. Donc nous arrivons très fragilisés dans cette crise. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Fragilisés par notre dette, fragilisés aussi par nos décisions sur le nucléaire, par exemple. Le nucléaire avait été abandonné par François Hollande puis Emmanuel Macron, Emmanuel Macron a redécouvert depuis que c'était peut-être une bonne façon d'assumer une partie de notre souveraineté énergétique. Un peu tard, mieux vaut tard que jamais diront certains, mais un peu tard quand même. Donc nous sommes doublement fragilisés au moment de démarrer cette guerre. Je vois quand même arriver une diversification, donc je la salue, même si je vois aussi l'Union européenne phagocytée par les lobbies, notamment des éoliennes, notamment du solaire, qui vont à mon avis là aussi nous ralentir et nous compliquer la tâche, parce que les investissements dans ces énergies-là, on n'est pas certain d'y retrouver notre compte. Donc au moment de parler des ressources et de l'énergie, je ne sais pas si l'Union européenne est encore la mieux placée pour diriger le paquebot Europe. On va parler de ce coup de fil qu'il y a eu hier entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Écoutez Donald Trump à ce sujet. Je n'ai pas parlé d'espace avec Vladimir Poutine. J'ai parlé de l'Ukraine, un peu de l'Iran. Nous avons eu une très bonne conversation. Nous allons trouver rapidement des solutions. Je pense qu'il voudrait avoir une solution. Il m'a dit qu'il aimerait être impliqué dans l'enrichissement de l'uranium, s'il peut nous aider à l'obtenir. Je lui ai répondu que j'aimerais être impliqué dans la fin de la guerre avec l'Ukraine. Bon, visiblement, ils ont parlé de tous les sujets sauf de l'espace. D'après ce qu'on a compris, on va commencer par l'Iran, puisque Vladimir Poutine a mis en garde Donald Trump contre des conséquences dommageables qu'aurait une nouvelle action militaire contre l'Iran. Vous le savez, on en parle donc sur Europe 1. Il y aurait donc un nouveau brief de la part des forces armées américaines pour le président américain, et peut-être donc un nouveau plan d'attaque. Zenia Fedorova, est-ce que donc la menace de Vladimir Poutine, la mise en garde en tout cas au président américain, est-ce qu'elle peut porter cette mise en garde? Est-ce qu'il a une influence, Vladimir Poutine, sur Donald Trump? On peut pas vraiment dire que c'est une menace, c'est plutôt un avertissement. Mise en garde, un avertissement. Parce que pas tout ce qui sort des bouches de Vladimir Poutine, c'est une menace. Mais je sais que c'est comme ça, c'est vu normalement en Occident. Mais je pense Vladimir Poutine utilise sa position d'un partenaire stratégique d'Iran, qui connaît très bien l'Iran depuis des années, en fait, et les échanges. Je pense que Vladimir Poutine est très bien informé sur les capacités d'Iran et aussi les capacités de résister et les capacités militaires. Et je pense qu'il a une bonne façon de passer les messages à Donald Trump. En tous les cas, ce qu'on a vu
depuis qu'ils se connaissent. Après chaque rendez-vous avec Vladimir Poutine, Donald Trump a toujours parlé et sorti les mots qui sont plutôt respectueux vis-à-vis de Vladimir Poutine. Donc je pense que cet avertissement, c'était plutôt pas seulement attention pour vous, mais attention pour déstabiliser toutes les régions. Et en fait, ça peut durer... Non seulement pour l'Iran et ses voisins, mais aussi pour l'ensemble de la communauté internationale. Voilà, je pense que c'était ça le message principal. Je pense que comme la Russie se positionne plutôt comme un médiateur dans ces conflits, je pense que c'est dans l'intérêt aussi de Vladimir Poutine d'avertir Donald Trump de ne pas aller dans une longue guerre. Et on sait très bien avec les États-Unis qui sont investi dans une guerre longue durée, c'est vraiment jamais très bien fini pour les États-Unis. Regardez Afghanistan avec Taliban toujours au pouvoir 20 ans après. On voit ce qui est passé en Irak, en Libye. Les régions sont déstabilisées, c'est sûr. Et Syrie aussi, sous le contrôle de djihadistes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt un bon message qui était envoyé à Donald Trump. Et après, ce que Thomas Bonnet a dit, c'est très vrai. La popularité et le midterms, c'est quelque chose qui joue un rôle pour Donald Trump aujourd'hui. Et si il s'engage dans cette guerre à longue durée, ça ne va pas du tout aider, je pense, pour sa popularité. Et, il peut même perdre le midterms, ça sera le début des fins, je pense. Mais on a vu lors des derniers événements en 2026, en tout cas, que cela concerne le Venezuela ou l'Iran, qui sont des alliés ou partenaires stratégiques de la Russie. Finalement, Vladimir Poutine n'est pas tellement allé en appui de ses partenaires. Donc là, est-ce que cet avertissement, est-ce que ça peut faire trembler Donald Trump? Est-ce qu'il peut vraiment l'écouter? Se dire non, ils n'ont pas bougé pour le Venezuela, ils n'ont pas bougé pour l'Iran. Donc non. Le Venezuela, c'est dans l'influence stratégique des États-Unis. C'est à côté, c'est chez lui. Venezuela, c'est pas Iran. Iran, c'est pas chez lui. Iran, et c'est pas du tout Venezuela dans le sens des mentalités et les façons de résister. Iran, c'était sous sanction des années. Je pense que l'Iran connaît très bien comment en fait survivre dans cette situation. Et l'Iran, c'est un allié aussi de la Chine. Bon, allié, un partenaire stratégique, parce qu'il y a une différence entre allié et partenaire stratégique. Les alliés, c'est quand vous êtes engagé militairement. Par exemple, on ne peut pas dire que la Russie lâche l'Iran parce qu'il n'y a pas un accord entre l'Iran et la Russie qui oblige la Russie d'aller militairement aider l'Iran. En revanche, il y a cet accord avec Corée du Nord, par exemple, parce que le Corée du Nord est déjà intervenu en Kursk, dans cette guerre en Ukraine. Mais si, par exemple, le Corée du Nord est attaqué, la Russie va s'engager. Mais il y a autre façon de soutenir les partenaires. Et on voit ça aussi avec les technologies, avec les équipements militaires qui étaient envoyés avant le début de la guerre. Donc je ne pense pas que vraiment Vladimir Poutine a menacé que la Russie va s'engager, mais il a plutôt parlé des conséquences que ce conflit, si ça dure, va avoir sur les États-Unis et sur Donald Trump politiquement parlant. Moi, je trouve ça plutôt rassurant quand même que Donald Trump multiplie les interlocuteurs. J'étais un peu inquiet du fait que ça devienne un tête-à-tête Donald Trump régime iranien et que ça s'enferme et que ça fasse monter crescendo les tensions. Je trouve ça bien qu'il puisse y avoir des discussions avec Vladimir Poutine, comme il pourra y avoir bientôt des discussions entre Donald Trump et Xi Jinping, le président chinois, comme peut-être un jour la Turquie pourra jouer un rôle aussi dans la résolution de ce conflit. En tout cas, c'est en faisant, à mon avis, appel à plusieurs intervenants, plusieurs interlocuteurs qu'on pourra sortir à un moment de ces tensions, avoir un cessez-le-feu durable et pourquoi pas à un moment parler de paix, parce qu'il va falloir à un moment donné quand même sortir de cette escalade. Je vois malheureusement, encore une fois, que l'Europe est reléguée au rôle d'observateur malheureusement dans cette situation. Je suis le premier à le déplorer. J'aimerais que la France, dans sa longue tradition diplomatique, ait un rôle, une voix qui porte. Malheureusement, sur ce dossier, nous sommes cantonnés à peut-être intervenir dans le détroit d'Ormuz une fois que le cessez-le-feu et que la paix sera revenue. Peut-être, voilà, c'est ça notre rôle aujourd'hui. On peut le regretter, mais c'est ça notre rôle. Donc, au moins, il y a plusieurs intervenants, plusieurs interlocuteurs, la discussion. Espérons que ça puisse aboutir in fine. Visiblement, l'Européen qui parle le plus à Donald Trump, c'est Charles III. Oui, c'est vrai, c'est le soft power britannique. Il peut dire ce que Keir Starmer n'est plus en mesure de dire à Donald Trump, puisque les relations sont tellement abîmées. Alors, ce qui est vrai pour Keir Starmer est vrai aussi pour d'autres. Friedrich Merz en Allemagne n'a pas de bonne relation avec Trump. Giorgia Meloni n'a pas de très bonne relation avec Trump. N'a plus de bonnes relations.
Emmanuel Macron non plus, donc en effet, on en est remis au roi d'Angleterre pour porter un peu la voix des Européens. Mais il le fait avec un flemme britannique. Il faut être aussi honnête, Donald Trump n'était jamais le candidat préféré des Européens et je pense que tout le monde a plutôt espéré qu'il ne va pas gagner les élections. Je pense encore une fois, et je l'ai dit, que si c'était les démocrates, la situation pourrait être très différente. Mais avec Donald Trump, ils sont obligés de parler, d'accepter. Ils sont aussi appris qu'en fait, ils sont très soumis aux États-Unis. Et cette manque de dépendance, manque de souveraineté, c'est devenu assez clair exactement grâce à Donald Trump. Même si c'était toujours le cas, la façon comment il a fait comprendre qu'en Ukraine, il n'envoie plus gratuitement les armements et d'argent, c'est l'Europe qui va acheter. Il met l'Europe et l'OTAN dans une place qui n'est pas très appréciée par les Européens. Et pour la France, qui ne joue pas un rôle à tour d'Iran, mais quel rôle la France aujourd'hui sous Emmanuel Macron joue? Aussi une question sur les bancs. Il y a plusieurs soldats français qui étaient tués et on voit qu'il y a beaucoup plus de volonté de la part d'Emmanuel Macron d'aller en guerre en Ukraine, d'envoyer les soldats en Ukraine. Le chef d'état-major a dit qu'il faut préparer ses enfants à mourir pour l'Ukraine, mais en fait on n'attend jamais dehors de ces conflits ukrainiens, la volonté d'Emmanuel Macron de se positionner plus fortement. Donc je pense que les priorités étaient choisies et la question qu'on doit se poser, pourquoi ces priorités en fait? Peut-être déjà parce que l'Ukraine est sur le continent européen, contrairement à l'Iran. Je pense pas, parce que non, je pense pas. Je pense que c'est une très bonne question. Pourquoi? Mais là aujourd'hui, avec 90 milliards de prêts qui sont envoyés en Ukraine et encore plus qui vont être envoyés, et c'est contre les intérêts des Européens. La vraie question, quels sont les objectifs aujourd'hui de l'Europe et de l'Union européenne dans cette guerre? Et jusqu'à quand et où elles vont aller? Parce que évidemment, la réalité des terrains, c'est la Russie continue d'avancer. Et en un moment, Zelensky sera obligé de se mettre en place dans la table de négociation. Et avec tous les scandales de corruption, il manque d'audits d'argent qui est envoyé à l'Ukraine. Il manque de même une conversation à l'intérieur de l'Union européenne et la France, parce qu'il n'y a pas eu les vrais débats. Est-ce qu'il faut y aller ou pas? Je pense que toutes ces questions vont se poser gravement très très vite, surtout à cause de cette crise énergétique et manque d'énergie et manque des possibilités de travailler avec la Russie qui pouvaient aider dans cette situation. Thomas Bonnet, Ksenia Federova, justement, dans le coup de fil qu'il y a eu entre Vladimir Poutine et Donald Trump, je voulais avoir votre réaction puisque Vladimir Poutine a proposé une trêve le 9 mai, qui est le jour très important pour les Russes, qui est le jour de la capitulation de l'Allemagne nazie. Et Volodymyr Zelensky a répondu: nous allons préciser de quoi il s'agit exactement, quelques heures de sécurité pour un défilé à Moscou ou quelque chose de plus important. Notre proposition est un cessez-le-feu à long terme. Alors je voulais juste une rapide réaction. Un cessez-le-feu qui va durer, c'est pas quelque chose que la Russie va accepter parce que c'est toujours utilisé par l'Ukraine pour réarmer et pour avoir encore plus de désarmement qu'il manque aujourd'hui. Je pense qu'en courte cessez-le-feu, oui, mais en longue, la Russie a déjà dit à plusieurs reprises qu'elle ne prend plus ces schémas parce qu'elle veut une paix durable et pas un cessez-le-feu qui va aider l'Ukraine de juste récupérer la force. Merci beaucoup.